Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter un ouvrage de ma bibliothèque de biologie intitulé Biologie cellulaire de Claude-Louis Gallien, des presses universitaires de France, des éditions Puff, de la collection Biomède, dirigée également par le professeur Claude-Louis Gallien, donc l'auteur de cet ouvrage. Voilà donc l'ouvrage Biologie cellulaire Claude-Louis Gallien. Voilà donc l'ouvrage. Claude-Louis Gallien est un embryologiste et un professeur bien sûr à l'université René Descartes Paris 5. Voilà le plan de l'ouvrage, c'est un ouvrage de 211 pages. La cellule donc et les données élémentaires et les méthodes d'étude, le courant d'information cellulaire, le noyau interphasique, le réseau membranaire intracellulaire et le réticulum endoplasmique ainsi que l'appareil de Golgi, les lysosomes, les membranes biologiques, la membrane plasmique, les mitochondries, le hyaloplasme, les microtubules, les microfilaments ainsi que les mouvements cellulaires, le cycle cellulaire, les chromosomes, la mitose et enfin la méiose. Voilà l'introduction, donc les structures, donc les niveaux de structure, le niveau anatomique bien sûr, les squelettes des systèmes bien sûr, les cutanés, nerveux, endocriniens, squelettes, système musculaire, système urogénital, vasculaire, digestif, respiratoire. Voilà donc les structures au niveau tissulaire. Donc le tissu, les épithéliums, les tissus conjonctifs et les cartilages bien sûr, ainsi que le tissu nerveux et le tissu musculaire, et le niveau bien sûr cellulaire. Donc, Dutrochet a démontré bien sûr la généralité de la structure cellulaire du vivant, et il ouvrait bien sûr la voie à Schleiden et Schwann pour énoncer bien sûr la théorie cellulaire. Voilà les fonctions donc au niveau organique ainsi qu'au niveau cellulaire. Donc la cellule, c'est l'unité physiologique, structurale, fonctionnelle et physico-chimique des êtres vivants. Le premier chapitre donc, la cellule, données élémentaires et méthode d'étude. Voilà les sommes, nombre, forme, dimension, nombre de cellules dans un organisme, forme cellulaire, dimension cellulaire, structure et fonction cellulaire, la cellule eucaryote, les prokaryotes et les virus, de la matière vivante, les éléments, les molécules, les constituants organiques et les constituants minéraux, l'activité cellulaire, le métabolisme cellulaire et l'information, les méthodes d'études morphologiques par la microscopie optique et la microscopie électronique, les méthodes d'études cytochimiques, biochimiques et cytophysiques, et enfin les méthodes d'études physiologiques et expérimentales. Voilà donc les sommaires du premier chapitre de cet ouvrage de biologie cellulaire. Voilà donc le nombre, la forme et les dimensions des différentes cellules. Donc le nombre de cellules dans un organisme, la forme, les dimensions, voilà ici. Les structures et les fonctions cellulaires. Donc là, pour la cellule eucaryote, voilà donc par microscopie optique. On voit donc, on peut également donc distinguer les vacuoles et les inclusions. Le centrosome, le noyau donc dans lequel il se trouvent donc les nucléoles et la chromatine. On distingue aussi les mitochondries dans cette image. Donc le noyau, la membrane plasmique et le réseau membranaire intracellulaire. Donc également la membrane plasmique, le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi, découverte par Camillo Golgi, le prix Nobel de médecine en 1906 pour ses recherches sur bien sûr le plasmodium de la malaria. L'enveloppe bien sûr nucléaire, la double membrane nucléaire, les lysosomes, les mitochondries, le hyaloplasme et les syncytiums et les plasmodes. Donc c'est des structures cellulaires qui diffèrent un peu de la cellule donc ou du modèle standard de la cellule. Ici, une ultra-structure d'un archétype d'une cellule animale. Donc, les prokaryotes comme les bactéries et les virus.
structure cellulaire et leur signification bien sûr fonctionnelle, le noyau et le cytoplasme et leurs différentes structures, les constituants de la matière vivante, les éléments, donc les atomes, notamment le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le soufre, le phosphore et ainsi de suite, les liaisons chimiques, les liaisons covalentes, les liaisons ioniques, les liaisons hydrogène de Van der Waals et hydrophobes, les molécules, les constituants organiques, notamment les glucides, les lipides, les acides gras, les glycérides, les lipides complexes et les stéroïdes, les protides, les acides aminés, les polypeptides et les protéines, les acides nucléiques et les composés voisins, les nucléotides, donc, et l'ADN et l'ARN, ainsi que les associations des différentes complexes moléculaires, donc les nucléoprotéines, les glycoprotéines, les lipoprotéines, les glycolipides et les chromoprotéines. Les constituants ici minéraux, donc l'eau, et les sels minéraux. Voilà donc la répartition quantitative des composés de la matière vivante dans une cellule prokaryote qui est la bactérie. Ici l'activité cellulaire, donc le métabolisme cellulaire, le catabolisme, l'anabolisme et l'information. Les acides nucléiques, l'ADN, l'ARN messager, l'ARN de transfert et l'ARN ribosomal, ainsi que les enzymes. Voilà les méthodes d'études morphologiques, donc le microscope photonique. Voilà donc. Les microscopes bien sûr utilisés en biologie, les microscopes à fond clair, à fond noir bien sûr, le microscope à fluorescence et le microscope à contraste de phase dû au physicien hollandais Fritz Zernike, le prix Nobel de physique en 1953. Donc les préparations des matériaux bien sûr, les frottis et les cultures, aussi donc les micro-dissections donc par l'emploi du micro-manipulateur. Ici le microscope électronique, donc le principe de fonctionnement, préparation du matériel, donc les fixateurs, l'utilisation des fixateurs non coagulants, comme le tétraoxyde d'osmium, le formaldéhyde, le lutaraldéhyde, le permanganate de potassium et ainsi de suite. Ici les techniques particulières, donc l'ombrage métallique, la coloration négative d'UAHAL et le cryodécapage du Astir. Le balayage, microscopie à balayage et les coupes épaisses bien sûr. Et les coupes donc les très minces donc obtenues par l'ultramicrotome. Les méthodes d'études cytochimiques, biochimiques et cytophysiques, normalement donc le fractionnement, voilà la technique du fractionnement cellulaire, la microspectrophotométrie et le marquage par les radioéléments, donc l'autoradiographie, la diffraction aux rayons X. Ici les méthodes d'études physiologiques et expérimentales, donc la microchirurgie, la culture in vitro de Harrison et Carrel. Donc Alexis Carrel est un prix Nobel de médecine, notamment en 1912. Ici donc le temps fort donc sur l'origine de la vie et les exercices. Donc cet ouvrage contient 30 exercices d'application. Voilà. Le deuxième chapitre, le courant d'information génétique, nature du matériel héréditaire, les acides nucléiques, l'ADN et l'ARN, la source de l'information génétique, la transformation bactérienne, nature du facteur transformant, les conclusions, synthèse de l'ADN, synthèse des protéines, le système des triplets, le décryptage du code et l'universalité du code. Voilà donc le schéma de le courant d'information inscrit dans l'ADN, la transcription en ARN messager, la biosynthèse de l'ARN de transfert et l'ARN ribosomal dans les nucléoles, formation des ribosomes, la traduction de l'ARN messager bien sûr dans les ribosomes en chaîne polypeptidique, la formation donc des protéines complexes donc, et avec les modifications bien sûr post-traductionnelles dans l'appareil de Golgi. Quelques protéines jouent le rôle de répresseurs de transcription. Quelques protéines sont bien sûr des enzymes, donc ils catalysent les voies et les chaînes métaboliques qui sont donc rétro-inhibées. Voilà donc le schéma du courant d'information bien sûr génétique. De l'ADN inscrit dans le noyau vers bien sûr les voies et les carrefours métaboliques. Voilà les bases nucléiques, l'adénine, la guanine, la thymine, l'uracile et la cytosine. Voilà le désoxyribose, l'acide phosphorique et la molécule d'ADN avec notamment les liaisons phosphodiester covalentes et les liaisons hydrogène d'appariement
entre l'adenine et la thymine et la guanine et la cytosine. Nature du matériel héréditaire, donc les acides nucléiques, l'acide désoxyribonucléique, l'ADN notamment. Voilà donc la double hélice de l'ADN, donc 34 angstroms donc par tour d'hélice, c'est-à-dire 10 bases par tour d'hélice. Voilà l'acide ribonucléique, le messager de transfert et ribosomal. Source de l'information génétique, la transformation bactérienne, le pneumocoque, protocole expérimental, interprétation des résultats. Voilà les expériences de Griffith. Nature du facteur transformant, la transformation in vitro et l'analyse bien sûr du facteur transformant par les expériences de Avery, MacLeod et McCarthy. Voilà donc qui ont donc identifié donc le facteur transformant à l'ADN. Donc la transformation constitue une épreuve biochimique du fait que le message héréditaire est bien porté par l'ADN. Voilà ici la synthèse de l'ADN, postulat de Crick et Watson. Voilà donc le protocole expérimental de la duplication de l'ADN, donc semi-conservative, l'expérience de Mendelssohn et Stahl. Vérification de l'expérience ici. Et les conclusions bien sûr de l'expérience de Mendelssohn et Stahl, donc qui a démontré que la réplication de l'ADN s'effectue de manière semi-conservative. Voilà les œils de réplication ici. Voilà les synthèses des fragments d'Okazaki, l'association des fragments ici. Voilà la réplication bidirectionnelle de l'ADN à partir de plusieurs points d'initiation vers des terminus et fusion des œufs de réplication. Ici donc la quatrième partie, la synthèse des protéines. L'ADN, les protéines et les acides aminés, les ARN, la transcription, donc son mécanisme. Ici, la mise en évidence de la complémentarité ADN-ARN, la signification de la transcription et enfin la traduction. Donc voilà donc un schéma de la traduction et les différents types d'ARN ribosomales, notamment de 18 Svedberg avec 30 protéines, de 28 Svedberg et de 5 Svedberg avec notamment 4 protéines. Les ribosomes donc ont été découverts par bien sûr George Ballard. C'est un grand cytologiste ou bien c'est un grand biologiste spécialiste en biologie cellulaire, est un prix Nobel de médecine en 1974 en compagnie de Albert Claude et Charles de Duff. Theodor Svedberg est également prix Nobel de chimie pour l'invention de l'ultracentrifugation en 1926. C'est un biophysicien et chimiste suédois. Les ARN donc de transfert adaptateur et les acides aminés, la synthèse des polypeptides, bien sûr l'initiation, l'élongation ici et la terminaison en fin de compte. Ici le code génétique, le système des triplets, le décryptage du code, le principe expérimental, les expériences de Nirenberg, Mattei et Korana. Donc l'ARN messager a été postulé par Jacob et Monod en 1961. Voilà le protocole et les résultats des expériences, l'interprétation des résultats et les expériences bien sûr complémentaires. Voilà le code génétique en fin de compte. Donc il est universel. Voilà le temps fort donc conclusion de la réplication de l'ADN à la transcription, à la traduction en protéines. Donc voilà donc un parallélisme entre l'informatique et l'ADN, le processing des ARN messagers. Ici donc le schéma théorique. Donc l'ADN, il y a donc les séquences cistroniques et les séquences bien sûr introniques. C'est le bras informatif. Donc l'ARN messager donc passe par des étapes de maturation, donc des pissages de disruption, de polyadénylation pour éliminer donc les séquences non codantes ou bien les introns et bien sûr conserver les cistrons ou bien les exons, les séquences bien sûr contenant de l'information génétique ou bien les séquences codantes. Puisque donc la plupart des gènes et des cistrons bien sûr ont une structure discontinue.
Et plus que l'organisme, bien sûr, est élevé ou bien est complexe dans l'échelle phylogénétique, c'est-à-dire l'échelle d'évolution, plus elle tend vers ce morcellement, bien sûr, des cistrons. Voilà donc les exercices d'application. Chapitre 3, le noyau interphasique, caractères généraux, forme, taille, situation, nombre, caractères structuraux du noyau interphasique, l'enveloppe nucléaire, la chromatine et le nucléole, constitution chimique du noyau, les méthodes d'étude et les résultats d'organisation des constitutions du noyau cellulaire, le rôle et les activités physiologiques du noyau avec les expériences de l'amérotomie et la greffe nucléaire chez l'amibe et l'acétabularia. Les caractères généraux, donc la forme. Donc en forme sphérique chez les cellules régulières à diamètre constant, en forme allongée dans les cellules fusiformes comme les cellules bien sûr musculaires lisses, ou en forme aplatie comme les cellules de l'épithélium pavimenteux, ou bien une forme irrégulière, noyau bilobé des polynucléaires et des éosinophiles, noyau plurilobé des polynucléaires neutrophiles. Ici donc la taille et la situation, le nombre. Donc, il y a donc des exceptions, les syncytiums et les plasmontes comme les ostéoclates et les cellules hépatiques, certaines cellules cancéreuses donc peuvent posséder donc plusieurs noyaux. Voilà donc les constitutions du noyau donc structure du noyau interphasique. Voilà. Donc les pores, les nucléoles, la chromatine ici, la double membrane nucléaire. Voilà. Donc, différents aspects ultrastructuraux de la chromatine par la microscopie électronique. Donc les nucléoles ici. Par la microscopie optique et électronique, c'est l'ultrastructure bien sûr d'un nucléole avec le nucléoplénéma par amorpha ainsi que la chromatine associée. Ici, la constitution chimique du noyau, donc les méthodes d'étude, les méthodes cytologiques en microscopie optique, donc les colorations spécifiques de l'ADN et de l'ARN, notamment avec la toluidine et l'hématoxyline, le test bien sûr de Fulgen, l'hydrolyse donc légère en milieu acide, et donc la coloration en rouge-violet, sous l'effet réactif de Schiff, ainsi que le test de Brachet. Les études bien sûr d'autoradiographie et d'autohistoradiographie, la microspectrophotométrie de l'ADN et de l'ARN. Il absorbe dans la bombe donc ultraviolette entre 2400 plutôt et 2500 angstroms. Il permet de localiser bien sûr les acides nucléiques et notamment avec la microscopie à fluorescence. C'est donc les méthodes cytologiques en microscopie électronique, donc après la digestion enzymatique ou bien après l'hydrolyse alcalin ou basique. C'est les méthodes biochimiques, donc le fractionnement cellulaire donc et l'ultracentrifugation bien sûr sous gradient de chlorure de césium ou bien sous gradient de saccharose. Ici l'étude, donc les résultats de l'organisation des constituants du noyau. Donc la constitution chimique globale, on trouve l'ADN, l'ARN, les protéines, les lipides, l'eau et les sels minéraux, notamment du magnésium, du calcium, du fer, de cobalt et de zinc. L'enveloppe nucléaire ici, donc la chromatine. Ici donc les nucléosomes sont formés donc par un octamère, ensemble de 8 molécules d'histone, notamment de H2A, de H2B, de H3 et de H4. Donc c'est le modèle de Aaron Klug, le biophysicien anglais, le prix Nobel de chimie en 1982, qui a bien sûr su élucider la structure de la chromatine et des nucléosomes par le couplage entre la microscopie électronique et la diffraction aux rayons X. Voilà donc l'étude, le nucléole, le nucléocytoplasme, les rôles et les activités bien sûr physiologiques du noyau, l'amérotomie, les expériences de l'amérotomie nucléaire et les greffes chez l'amibe. Voilà ici, et ces expériences donc chez l'acétabularia par Amerling. Voilà. Donc la substance active ici, donc c'était l'ADN, l'action des ultraviolets, l'action de la ribonucléase et l'action de l'actinomycine. Donc ici la conclusion, donc la chromatine et l'ADN, le chromatine et l'hétérochromatine et l'ADN et les protéines. Donc
le nucléole et la biogénèse des ribosomes. Donc, la biogénèse des ARN ribosomales 28, 18 et 5 Svedberg, notamment avec deux types de gènes, les gènes des ARN 28 et bien sûr 18 et les gènes des ARN 5 Svedberg. Voilà. Les protéines donc ribosomiques, bien sûr, ils sont synthétisés dans le cytoplasme, dans les ribosomes, et ils migrent dans le noyau où ils se localisent au niveau de la part amorpha du nucléole. L'assemblage, bien sûr, des constituants ribosomiques au sein des nucléoles. Voilà les exercices d'application. Le réseau membranaire intracellulaire, réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. Voilà. Introduction donc, la cellule acineuse du pancréas exocrine, l'aspect en microscopie optique, les variations d'aspect et les grains de sécrétion. Voilà la membrane basale et pour une cellule active. Voilà donc l'étude de la cellule amyqueuse de l'épithélium intestinal, l'étude de la cellule hépatique, donc le réticulum entre-endoplasmique, bien l'ergastoplasme, donc granulaire ou bien rugueux, riche en ribosomes et polysomes, ainsi que le réticulum lisse, bien sûr, ou agranulaire. Les modifications de structure du réticulum endoplasmique, la constitution chimique du réticulum endoplasmique, composition globale des microsomes et la composition des membranes, bien sûr, seules, la composition des ribosomes et des canaux et des réservoirs. Ici l'appareil de Golgi et ses rapports avec bien sûr le réticulum endoplasmique. Voilà donc le modèle théorique des dictyosomes et l'aspect de l'appareil de Golgi, bien sûr en microscopie photonique plutôt, après imprégnation osmotique. Ici le modèle de Waley et ici bien sûr le modèle de Mollenhauer et Moore. Donc, le renouvellement des dictyosomes, les relations de continuité, la constitution chimique, donc les études par fractionnement bien sûr et ultracentrifugation. Le rôle et les activités physiologiques du réticulum endoplasmique et de l'appareil de Golgi, ici. Synthèse et transfert des protéines bien sûr au niveau du réticulum endoplasmique. Les cellules donc calciformes de l'épithélium intestinal. Voilà. Ici donc la synthèse et le transfert d'un polypeptide au niveau de réticulum endoplasmique, bien sûr granulaire ou bien rugueux, où sont donc situés les ribosomes. Ici donc le traçage radioactif et l'autoradiographie pour bien sûr étudier les modifications post-traductionnelles des protéines dans l'appareil de Golgi, ainsi que la sulfatation des glycolipides dans les vésicules issues de l'appareil de Golgi. Pour le réticulum endoplasmique, donc il joue un grand rôle dans la synthèse, la dégradation et le transport des substances lipidiques, ainsi que la synthèse des hormones, bien sûr stéroïdes, à partir du cholestérol, qui sont synthétisés et accumulés dans le réticulum lisse ou bien agranulaire. Et ce réticulum est très abondant et très développé dans les hépatocytes, ainsi que dans les cellules sécrétrices des glandes sébacées, les cellules absorbantes de l'épithélium intestinal et les cellules interstitielles du testicule, bien sûr, à fonction endocrine, c'est-à-dire pour la production de la testostérone. Alors pour les cellules de l'épithélium intestinal, l'autoradiographie a montré que les monoglycérides et les acides gras du suc intestinal sont absorbés par pinocytose et repris par le réticulum agranulaire. À ce niveau, ils sont transformés en triglycérides et les triglycérides sont transportés vers les dictyosomes de l'appareil de Golgi où ils sont stockés avant d'être libérés par exocytose dans les espaces intercellulaires. Aussi, donc, on sait que le réticulum lisse des hépatocytes joue un rôle important dans les métabolismes, bien sûr, des médicaments. Voilà les exercices d'application de ce chapitre. Hein. Chapitre 5, donc les lysosomes. Voilà donc les caractères généraux, donc les ultrastructures, la constitution chimique, donc la membrane et le contenu.
Voilà les expériences d'isolement des lysosomes, ainsi donc et que les peroxysomes qui contient bien sûr des oxydases. Voilà l'origine des lysosomes, des études de Novikov, de Charles de Duve et de Albert Claude. Donc ces organites ont été découverts bien sûr par Charles de Duve, le prix Nobel de médecine en 1974, belge. Fonctionnement bien sûr des lysosomes, donc l'hétérophagie, donc les phagosomes, les phagolysosomes ou les lysosomes secondaires, l'autophagie, bien sûr en exocytose pour l'hétérophagie, ainsi que les corps résiduels, donc qui renferment une grande quantité de déchets souvent pigmentés et ne referment généralement plus d'hydrolase acide et peuvent s'accumuler en abondance dans certaines cellules. Donc ici l'exocytose. Aussi donc l'endosome avec le lysosome, il est plutôt le phagosome avec le lysosome, il constitue ce qu'on appelle l'endosome. L'endocytose, donc il existe des protéines qui sont les clatrines, donc qui jouent un rôle important dans ce phénomène. Pour l'exocytose, donc les protéines SNAR. Les rôles et l'activité physiologique, donc l'activité normale, c'est la digestion bien sûr cellulaire, digestion des produits nutritifs, la dégradation ou le stockage des déchets du métabolisme cellulaire, ainsi que la destruction des organites cellulaires dont la vie est limitée. Pour les activités particulières, donc il joue donc un grand rôle dans la phagocytose, ainsi donc assure la dégradation des protéines du filtre glomérulaire au niveau de cellules de tube contourné du rein. Aussi donc ce sont des cellules dans les cellules sécrétrices des glandes endocrines, ils prennent en charge une sécrétion excédentaire d'hormones, c'est la crinophagie. Aussi donc l'acrosome du spermatozoïde, il libère des enzymes lytiques, permet bien sûr la pénétration du spermatozoïde dans l'ovule à travers les saccies de protection, ainsi que les phénomènes bien sûr d'autophagie, l'histolyse et l'involution de certains tissus ou organes temporaires ou appelés à se renouveler en permanence. Donc ce phénomène joue un rôle donc dans les processus embryonnaires et dans la métamorphose chez les amphibiens, dans les cycles sexuels, menstruation, dans les glandes mammaires en fin de lactation et l'évolution des systèmes et des formations osseuses. Aussi donc ils interviennent dans les processus pathologiques donc comme la silicose, la goutte plutôt, la streptococcis, l'anoxie, l'acidose, l'intoxication et ainsi de suite, et la connaissance de certaines substances qui peuvent modifier la stabilité membranaire bien sûr du lysosome, comme les vitamines A, D, K et E et les hormones stéroïdes. La régurgitation, donc la décharge accidentelle des lysosomes de leur hydrolase dans les espaces intercellulaires, ce qui provoque bien sûr un état inflammatoire local et le délabrement des structures conjonctives. Donc l'encombrement, puisque donc il y a l'éclatement de la cellule par l'incorporation dans les lysosomes donc des substances indigestibles. Donc les liposomes, ce sont des structures artificielles fabriquées en laboratoire sous forme de vésicules membranaires qui peuvent transporter bien sûr des médicaments, des enzymes, de l'ADN et ainsi de suite. Ils peuvent aussi être donc marqués par des radioisotopes ou bien par des marqueurs de spin pour être suivis soit par radiographie, soit par RPE et même par spectrométrie de masse lorsqu'on donc les marque par des isotopes lourds ou même par des anticorps, donc lorsqu'on les marque par des marqueurs antigéniques. Voilà les exercices de ce chapitre. Donc le chapitre des membranes plasmiques. Donc la membrane plasmique, l'introduction, donc la membrane plasmique, les membranes intracellulaires, donc les systèmes intracellulaires donc du réticulum endoplasmique, de l'appareil de Golgi, les enveloppes nucléaires, des lysosomes, les vésicules de transition et ainsi de suite. Il y a les membranes mitochondriales,
ainsi que les membranes cytoplasmiques. Voilà les caractères généraux des membranes biologiques, les ultrastructures donc, et les techniques classiques d'étude, les mesures de tension superficielle, la microscopie électronique, le dichroïsme optique, la résonance magnétique nucléaire, le fractionnement bien sûr, l'isolation bien sûr par l'ultracentrifugation. Ici la constitution chimique des membranes biologiques, donc les lipides membranaires, les phospholipides et le cholestérol, les protéines membranaires, les hétéroprotéines, les glycoprotéines, les lipoprotéines, et l'organisation moléculaire des membranes biologiques, l'agencement des phospholipides ici, et bien sûr les interactions protéines-lipides et les interactions protéines-protéines. Ici donc la membrane plasmique, l'ultrastructure, la constitution chimique, les lipides membranaires, les protéines membranaires et les polysaccharides membranaires. Ici l'organisation moléculaire des membranes biologiques, des lamellaires de Davson et Danieli, donc proposés à partir des observations de Gorter et Grendel, et les modèles micellaires bien sûr de Lucy et Glauer, de Sjøstrand et Elvin, de Van der Kooi et Green. Voilà. Et enfin le modèle actuellement admis, donc le modèle de la mosaïque fluide de Singer-Nicolson. Voilà donc le modèle d'organisation du type mosaïque fluide qui donc assimile la membrane biologique à un cristal liquide constitué de lipides membranaires, une couche bimoléculaire de phospholipides, bien sûr des protéines membranaires périphériques et intrinsèques ou bien intégrées. Voilà donc l'étude de la fluidité membranaire. Donc les phospholipides donc marqués par un reporter, c'est un groupement nitroxyde pour l'étude par l'RPE, ou bien un constituant antigénique ou un antigène pour les études immunologiques. Aussi on peut donc faire l'étude par la fluorescence, par la rhodamine et donc les anticorps spécifiques, donc c'est l'immunofluorescence. Donc les mécanismes de la fusion membranaire ici, l'étude. Donc le rôle et l'activité physiologique des membranes, donc les échanges, les différenciations morphologiques, les communications cellulaires, les interactions, les adhésions cellulaires, les jonctions intercellulaires, les dispositifs d'accrochage, les perméabilités, l'endocytose, l'exocytose, le transport actif, passif et facilité, déjà étudié en biochimie et en biophysique. Voilà, l'osmose, la diffusion, le transport de l'eau par les aquaporines. Voilà le mécanisme donc des transports actifs ici entre les érythrocytes et le plasma sanguin. Ici donc la représentation schématique du mécanisme d'action d'un transporteur membranaire comme une perméase, un transporteur ou bien un canal ionique. Voilà donc le rôle du manteau cellulaire, protection, adhésivité et reconnaissance, communication cellulaire. Voilà donc les reconnaissances membranaires donc sont impliquées dans les phénomènes de rejet du groupe sanguin, les reconnaissances immunitaires par la CMH, les déterminants antigéniques, les classes de différenciation CD4, les récepteurs glycoprotéiques, par exemple de la reconnaissance du VIH vis-à-vis les cellules des lymphocytes T4. Et les échanges d'informations, donc la signalisation hormonale, la signalisation neuronale, ainsi que la signalisation à médiateur chimique local, c'est-à-dire la transmission nerveuse, la transmission humorale et aussi la transmission hormonale, puisque donc les hormones ont des récepteurs membranaires spécifiques dépendant soit à la protéine G, soit à une enzyme. Aussi donc la transmission de l'influx nerveux donc fait intervenir des canaux ioniques bien sûr et des récepteurs dépendants d'un canal ionique dépendent, ainsi que la polarisation, la dépolarisation, la repolarisation et l'hyperpolarisation de la membrane cellulaire des neurones. Voilà donc les exercices d'application. Le chapitre 7, c'est l'étude des mitochondries. Le caractère généraux par microscopie optique.
Ici l'ultrastructure, bien sûr. D'après les études de Palade et Sjöstrand, physicien suédois, plutôt biologiste suédois, l'espace intermembranaire et la matrice, et les variations morpho-fonctionnelles, donc le nombre, les dispositions, et ainsi de suite. Voilà donc l'aspect tridimensionnel de la mitochondrie et l'ultrastructure d'une mitochondrie. Ici donc les membranes mitochondriales. La constitution chimique, donc les protéines, les lipides, les nucléotides et les éléments bien sûr minéraux comme le calcium, le magnésium, le sodium, le potassium, les vitamines comme la A, B6, B12, C, etc. L'analyse donc des sous-fractions, fractions chimiques et par les études d'ultracentrifugation. Ici, l'étude de la membrane externe, l'espace intermembranaire, la membrane interne et la matrice. Le rôle et les activités physiologiques, donc la mitochondrie comme centrale énergétique de la cellule, donc le système de transfert et de stockage de l'énergie, voilà, les fournisseurs d'énergie, l'anaérobiose et l'aérobiose, la respiration bien sûr cellulaire. Bien sûr, la mitochondrie est une centrale énergétique de la cellule. Voilà donc les protéolyses, les lipolyses et les glucolyses qui s'effectuent dans le cytoplasme et dans les acides gras, les acides aminés et les pyruvates. Les acides aminés peuvent par désamination donner le coenzyme A pour entrer dans le cycle de Krebs, dans les mitochondries. Les acides gras, donc leur dégradation dans l'hélice de Linné. Et la pyruvate bien sûr pour l'acétylcoenzyme A. Ainsi le cycle de Krebs, la chaîne respiratoire et la phosphorylation oxydative. Ainsi que les activités de synthèse, donc la synthèse de protéines, elle a été démontrée par l'autoradiographie, par Bergeron, Droz et MacLean. L'existence donc de l'ADN mitochondrial, donc un ADN bicaténaire circulaire libre, donc associé à des histones des protéines, qui ressemblent fort aux ADN bactériens. Les ribosomes bien sûr mitochondriaux, qui peuvent former aussi donc les polysomes, les ARN mitochondriaux bien sûr, de ribosomal, de transfert et de l'ARN messager bien sûr, ils sont différents des ARN cytoplasmiques. La synthèse donc des protéines dans les mitochondries, les synthèses lipidiques, les concentrations et les stockages des ions, des protéines, des glycogènes, des glycoprotéines et des lipides. Donc ici l'étude de la perméabilité des membranes mitochondriales, les associations fonctionnelles, l'origine des mitochondries bien sûr, la néoformation, la formation à partir des structures membranaires, la croissance et la division à partir d'entités mitochondriales préexistantes. Des expériences de Luc qui ont démontré donc l'origine des mitochondries, ainsi que des expériences de Buva. Ici donc un autre type d'expérience. La semi-autonomie des mitochondries bien sûr et l'évolution. Ici le temps fort. Donc les ADN circulaires donc ça ressemble fort aux ADN bactériens donc, et la mitochondrie donc ressemble fort à un être prokaryote. Voilà les exercices. Ici le chapitre 8, le hyaloplasme, les microtubules, les microfilaments ainsi que les mouvements cellulaires. Caractères généraux donc, l'ultrastructure, les structures granulaires, le cytosquelette, les propriétés physiques de l'hyaloplasme, la constitution chimique, les rôles et les aspects physiologiques dans les métabolismes, les mouvements cellulaires et le mouvement de contraction bien sûr musculaire. Voilà donc l'organisation moléculaire bien sûr des myofibrilles ainsi que leur ultrastructure comme il paraît donc en microscopie électronique. Donc l'organisation moléculaire il est composé de l'actine, de la tropomyosine ainsi que de la troponine. Voilà les centrioles et les dérivés centriolaires. Section transversale d'un cil ici. Les constitutions chimiques bien sûr. À partir des ATPases, des enzymes de la glycolyse bien sûr, des tubulines et ainsi de suite. Les tubulines alpha et les tubulines bêta. Voici les doublés ciliaires, voici les microtubules, l'organisation moléculaire des microtubules à base des dimères de tubulines alpha et bêta.
en équilibre dynamique. Ici, le rôle des microfilaments, les déplacements cellulaires, le mouvement ciliaire et flagellaire, et le mouvement amyboïde par les pseudopodes. Donc, ces mouvements sont dus, bien sûr, à la polymérisation des monomères d'actine qui permet donc de gélifier localement le hyaloplasme et fournir ainsi des points d'appui mécanique au déplacement de la cellule. La dépolymérisation locale de l'actine se traduit en revanche par un accroissement de la fluidité hyaloplasmique. Donc, les mouvements intracellulaires des centrioles et des microtubules, la formation de fuseaux de division, la migration des chromosomes pendant la division cellulaire, le déplacement des organites et des vésicules intracytoplasmiques, bien sûr toujours résulte de la dépolymérisation et la polymérisation des filaments d'actine. Le raccourcissement et les allongements, bien sûr, surtout du fibre musculaire, c'est le glissement des filaments par rapport aux cellules de myosine. Voilà donc les temps forts et les exercices. Le cycle cellulaire et les chromosomes, chapitre 9. Le cycle cellulaire, donc la phase S, la phase G1, la phase G2 et la phase M de la mitose, la durée de la cycle cellulaire ici. Les chromosomes interphasiques par microscopie optique, les chromosomes par microscopie électronique. Voilà la constitution chimique et l'organisation architecturale de la chromatine, donc l'hétérochromatine et le chromatine. Les chromosomes mitotiques en microscopie optique, microscopie électronique. Voilà. La structure des chromosomes des chromosomes mitotiques. Voilà. Donc, les fragments de l'enveloppe nucléaire, la chromatide, les fibres B enroulées en spirale mineure, les centromères bien sûr et les structures denses et les tours de spire de la spirale majeure. La constitution bien sûr chimique, l'ADN, la RN et les protéines. Donc, les techniques bien sûr de la cytochimie développées par Casperson permet donc d'étudier bien sûr les chromosomes. Voilà donc l'organisation moléculaire fournie donc par les analyses biochimiques et par les études en microscopie électronique, en autoradiographie, en cytochimie ainsi qu'en microspectrophotométrie. Ici donc la mitose, les aspects morphologiques, la prophase et la métaphase. Ici donc au cours de l'anaphase bien sûr et la formation de la plaque métaphasique ou bien le fuseau de division. Ici la télophase, le début de la télophase et la fin de la télophase. Les aspects physiologiques, donc la durée, la fréquence et le déterminisme. Les expériences de von Hertwig, des rapports nucléo-cytoplasmiques. Les signaux, bien sûr, cytoplasmiques. Les cyclines ainsi que les cyclines kinases. Les facteurs externes, les inhibiteurs de la méiose, de la mitose plutôt. Ici la duplication des chromosomes, des expériences de Taylor par l'autoradiographie, par donc la thymidine, par le tritium, l'isotope radioactif de l'hydrogène. Voici l'expérience de Taylor et l'interprétation de l'expérience. Vérification ici. Le temps fort et les exercices d'application, bien sûr. Voilà le dernier chapitre, la méiose. L'introduction, les aspects morphologiques de la méiose, ici. Voilà. La deuxième division de la méiose, ou bien la mitose homéotypique ou équationnelle. La première est la division, bien sûr, réductionnelle, ou bien hétérotypique. Les aspects biochimiques de la méiose. Voilà. La deuxième division de la méiose, ici, la mitose réductionnelle et équationnelle. La signification génétique de la méiose, ségrégation des chromosomes. Voilà ici donc les brassages interchromosomiques au cours de la méiose lors de la gamétogénèse, ainsi que au cours de la fécondation où il y a donc le brassage des allèles et des chromosomes.
ici donc voilà le brassage interchromosomique plus le brassage intrachromosomique et la ségrégation aléatoire des chromosomes plus les crossings ovaires ou bien les enjambements chromosomiques. Ce sont des échanges de fragments des chromosomes par des délétions et des translocations bien sûr et des recombinaisons. Voilà donc. Et voilà donc le temps fort et les exercices d'application. Nous arrivons donc à la fin de cet ouvrage. Les sujets généraux de la méthodologie ici. Et quelques lectures conseillées, notamment le livre de biologie et physiologie cellulaire de Berkalov, Gay, Favard et Lacroix. Donc ce sont des études de la structure cellulaire, des bases biochimiques, du fonctionnement cellulaire, l'analyse expérimentale bien sûr, des relations structure-fonction dans la cellule. C'est une iconographie donc très complète. Il y a aussi l'ouvrage La cellule de Durand et Favard. Donc c'est l'étude donc de la structure et des méthodes d'études physico-chimiques de la cellule, ainsi que les aspects statiques et dynamiques de l'anatomie moléculaire. Il y a les deux ouvrages que nous avons déjà présentés, donc la biochimie structurale, sous forme claire et concise, l'étude des constituants de la matière vivante, ainsi que la biochimie métabolique, donc l'exposé synthétique des bases biochimiques de la vie cellulaire. Il y a le livre de Roger Folliot, les bases chimiques de la biologie cellulaire. Donc c'est l'étude des structures et des propriétés des composés chimiques de la cellule, les règles énergétiques conditionnant les réactions entre les molécules. Il y a notamment le livre du même auteur de Roger Folliot, la biologie cellulaire, donc l'étude de l'organisation cellulaire, relation structure-fonction. Il y a de biologie moléculaire de Lecoq et l'abrégé de cytologie de Marc Maillet, donc structure et fonctionnement normal des organes cellulaires, altération morphologique et fonctionnelle observée dans les cas pathologiques. La classe de biologie cellulaire de Roland et biologie moléculaire d'Eugène, périodique donc comme la recherche et la revue du palais de la découverte et les sciences et les avenirs. Voilà le glossaire et l'index donc des notes et des termes, index alphabétique ici. Donc c'est la fin de notre ouvrage. Merci de votre attention et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt et attendez-nous dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau livre de la même collection œuf des presses universitaires de France, de la collection Biomed, un livre intitulé La chimie physique bien sûr, et il est adapté pour les études biologiques et médicales. Merci de votre attention et